Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie du conflit personnel vers l'histoire. 1. Le conflit avec le père et ses répercussions subjectives. La lettre au père. Grâce au texte de la lettre au père, Orts, pp. 162 à 223, nous savons que le rapport conflictuel qui liait Kafka à son père est à la source de sa problématique existentielle, à la source de sa détermination d'écrire et qu'il constitue la thématique centrale de l'œuvre elle-même. Ce document nous paraît particulièrement précieux, parce que Kafka y décrit rétrospectivement, à l'âge de 36 ans, sa biographie spirituelle, en précisant les différentes étapes de l'évolution de sa réflexion à partir de ce conflit. Ce texte nous permet, non seulement de comprendre l'importance de la figure paternelle dans l'existence de Kafka et dans son activité créatrice, mais encore il nous donne accès au processus particulier selon lequel la pensée de Kafka s'est constituée à partir de cette figure. La lettre au père fait apparaître 4 étapes essentielles de ce processus. Une première étape syncrétique, où le petit enfant subit globalement dans son affectivité non maîtrisée et non maîtrisable, le choc de ce père autoritaire qui paraît gigantesque aussi bien physiquement que moralement. Kafka brosse le portrait positif de cette première image du père telle qu'elle s'était imposée à l'enfant qu'il était. Avec l'apparition de l'activité rationnelle, une deuxième étape est franchie. L'enfant s'aperçoit des contradictions inhérentes à ce personnage qui se veut exemplaire. Ainsi, au portrait s'oppose un anti-portrait sans concession, résultant d'une observation méticuleuse du comportement du père ainsi que de celle du monde extérieur limité qui forme le cadre de sa vie, famille, magasin, temple. C'est donc par l'intermédiaire du père dont il épie les faits et gestes, que le jeune Kafka découvre le monde extérieur dans et sur lequel agit le père. Dans un troisième temps, le rapport conflictuel est formulé en termes abstraits. Le père devient le tyran, le maître, et les autres les esclaves. Puis le problème de la tyrannie est posé en soi et la structure du monde extérieur définie en tant que telle, à partir de la connaissance acquise à travers l'expérience d'une situation conflictuelle subie. Le monde apparaît divisé en 3 parties, la première où vit le tyran occupé à donner des ordres, la seconde où vit l'esclave et la troisième hypothèse serait qu'il n'y a plus ni maître ni esclave. Orts, page 173. La quatrième et dernière étape du processus formateur de la réflexion du jeune Kafka est le recours à l'histoire. Il découvre que la figure paternelle est un produit de l'histoire de son époque et qu'elle s'explique en grande partie par les circonstances de cette époque, dit Zeitverhältnis, Orts, page 200. Mais s'il en est ainsi, ce personnage représentatif de son temps devient inversement éclairant pour la compréhension de l'histoire, et le conflit d'ordre personnel qu'il a créé et que le fils a subi devient un guide pour lire et interpréter la profondeur de l'histoire. Il est inexact de dire que Kafka a créé dans son œuvre un monde imaginaire à partir d'une situation personnelle dont il n'a jamais réussi à dépasser la réalité conflictuelle traumatisante pour lui, et qu'il l'a par conséquent projeté hors de lui, le monde décrit par lui n'ayant pas de rapport avec l'univers observable, mais reproduisant uniquement sous la forme d'images et de situations apparemment objectives, la structure de son univers psychique marqué par cette situation conflictuelle. Nous pensons au contraire que dans le cas de Kafka, il n'y a pas hypertrophie d'une problématique individuelle non dépassée, mais rencontre entre une situation conflictuelle d'ordre individuel et un problème d'ordre général caractéristique du moment historique correspondant. Kafka trouve dans la structure de cette époque les données permettant de comprendre la figure paternelle, et inversement l'expérience vécue du conflit avec le père lui permet de comprendre du dedans le conflit qui agite son époque. L'englobant historique éclaire l'englobé individuel et inversement, ce conflit individuel, parce qu'il est un fait vécu, permet à Kafka de saisir en profondeur la problématique essentielle de son époque. Les situations générales, c'est-à-dire communes à un grand nombre d'individus, qu'elles impliquent ne sont pas seulement constatées de l'extérieur par Kafka, mais en même temps éprouvées de l'intérieur comme du vécu. Ce rapport dialectique entre une expérience personnelle privilégiée et la structure de la réalité historique dans laquelle cette expérience se situe nous paraît essentiel pour la compréhension du processus créateur propre à Kafka, et par voie de conséquence pour la compréhension de son œuvre. Il importe donc d'examiner de plus près la lettre au père selon cette perspective, en reprenant une à une les étapes que nous venons de définir.
Kafka insiste tout d'abord sur les impressions produites par la figure paternelle au cours des premières années de son enfance. La précision de ces souvenirs lointains prouve à quel point des situations vécues exclusivement au niveau de l'affectivité par le petit enfant avant le développement de sa faculté rationnelle se gravent en lui, et peuvent contribuer à la formation de son individualité. Kafka compare les forces en présence au cours de cette première étape. D'un côté le père, qui n'était pas seulement grand et imposant en tant que tel, mais qui était de surcroît une véritable force de la nature. Un vrai Kafka par la force, la santé, l'appétit, la force vocale, le don de la parole, la suffisance, la supériorité, l'endurance, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine générosité. Orts, pp 164 à 165. De l'autre lui un enfant non seulement petit, faible, vulnérable en tant que tel, mais encore chétif, maigre, un petit squelette, dépourvu d'assurance, anxieux par nature. Orts, pp 164 et 168. Pour un tel enfant, un tel père était trop grand. Orts, page 164. Il apparaissait à tout point de vue comme un géant. L'enfant se sentait déjà anéanti par sa seule stature physique. Orts, page 168 à 169. Il rappelle ses impressions lorsqu'il accompagnait son père à la piscine, moi, maigre, faible, mince, toi, fort, grand, large. Devant les autres, il était fier du corps de son père et par comparaison, il avait honte du sien qui lui paraissait pitoyable. À cette supériorité physique du père, correspondait sa supériorité morale. Tu t'étais hissé tout seul, par tes propres forces et par ton labeur à une situation si élevée. Orts, page 169. Il avait réussi à fonder une famille au sein de laquelle il était le maître incontesté. Sa femme lui était entièrement soumise, et son dévouement était sans limite. Au magasin qui était son œuvre, il manifestait une habileté souveraine. Au magasin, c'était très vivant, et le soir tout était éclairé, on voyait, on entendait beaucoup de choses, on pouvait donner un coup de main de temps en temps, s'y distinguer, mais surtout on pouvait t'admirer dans tes talents extraordinaires de commerçant, comme tu savais vendre, manier les gens, faire des plaisanteries, infatigable, comme en cas d'hésitation, tu trouvais sur le champ la décision adéquate. Par ailleurs, ta manière de faire des paquets ou des apostrophes. Ouvrir une caisse était un spectacle digne d'être vu. Orts, pp 185 à 186. Ainsi, ce père gigantesque à tous égards, Orts, page 179, apparaît à l'enfant comme la mesure de toute chose. Orts, page 168, la dernière instance. Orts, page 167. Mais à l'ombre d'une figure aussi imposante qui n'admettait aucune discussion, ta menace, pas un mot de réplique, et la main levée qui l'accompagnait me suivent depuis toujours. Orts, page 175. L'enfant ne pouvait se maintenir que dans la honte, la faiblesse, la culpabilité. Orts, page 185, et avec le sentiment terrifiant qu'à tout moment, il pouvait être tout simplement piétiné de telle sorte qu'il ne subsisterait rien de lui. Orts, page 165. Trop faible pour soutenir un tel combat, l'enfant se réfugie dans le silence. Je perdis l'usage de la parole. Devant toi, je pris une manière saccadée, bégayante de parler, mais cela encore était trop pour toi. Finalement je me tus au début peut-être par entêtement, ensuite parce que devant toi je ne pouvais ni penser ni parler. Orts, page 175. Le combat est donc achevé, faute de combattants. Entre nous ce n'était pas un combat véritable. J'étais rapidement liquidé, ce qui subsistait c'était la fuite, l'amertume, l'affliction, le combat intérieur. Orts, page 192. Mais ce n'est là qu'une apparence, car l'enfant n'est pas liquidé en fait, il continue à vivre et à se développer. Dès que sa faculté rationnelle s'éveille, il se met à observer derrière le mur de silence où il se réfugie, son vainqueur, avec une acuité extrême née de la peur. Orts, page 200. Le regard devient critique, épiant, enregistrant, comparant les faits et gestes du géant. Alors apparaît en filigrane une autre image du père, à côté du portrait un féroce anti-portrait. C'est la deuxième étape du processus décrit dans la lettre au père. L'enfant, devenu capable d'exercer son jugement, découvre que la grande figure initiale est en contradiction avec elle-même. Le père ne se soumet pas aux ordres qu'il impose aux autres. Il ne respecte pas les lois qu'il proclame. Cette mesure de toute chose qu'il représentait aux yeux de l'enfant s'effondre sur elle-même lorsqu'on l'applique à elle-même. Comme enfant, tout ce que tu me criais était positivement un commandement du ciel. Je ne l'oubliais jamais, cela restait pour moi le moyen le plus important pour juger le monde, avant tout pour te juger toi-même. Et là ta faillite était totale. Orts, page 172.
d'exemplaire, la figure devient dérisoire. Kafka rappelle sans craindre d'évoquer les détails pénibles, ce que le regard perçant de l'enfant avait enregistré au cours des repas familiaux. Ce qui arrivait sur la table devait être mangé, de la qualité des mets, il était défendu de parler. Toi, cependant, tu trouvais souvent les mets immangeables, tu les désignais comme étant de la boustifaille, et l'animal, la cuisinière, les avait abîmés. Les os, on n'avait pas le droit de les ronger, toi oui. Le vinaigre, on n'avait pas le droit de le laper, toi oui. Il était capital de couper le pain droit, mais que toi, tu le fisses avec un couteau dégoulinant de sauce était indifférent. Il fallait faire en sorte qu'aucune miette ne tombe par terre, sous ta place on en trouvait finalement le plus. À table, on n'avait le droit de s'occuper que de manger. Toi par contre tu te nettoyais et te coupais les ongles, tu taillais des crayons et te curais les oreilles avec un cure-dent. Orts, pp 172 à 173. Kafka se rappelle les discussions auxquelles il avait pu assister à la maison et surtout au magasin, et note que les injures paternelles s'abattaient en quantité telle qu'il en était parfois presque pris de malaise. Mais, si le père injuriait les autres sans s'en faire le moindre scrupule, il condamnait l'injure chez les autres et l'interdisait. Orts, pp 167 à 177. Le don d'expression qui faisait l'admiration de l'enfant est lui aussi sapé à la base. J'observais ta prédilection pour des expressions indécentes proférées aussi haut que possible, dont tu riais comme si tu avais dit là quelque chose de particulièrement remarquable, alors que ce n'était justement qu'une banale petite inconvenance. Orts, page 181. Par ailleurs, l'enfant s'étonne qu'un personnage aussi sûr de lui et aussi convaincu de sa supériorité soit en réalité vaniteux, et n'hésite pas à solliciter la faveur de personnes influentes ou apparemment telles. Comme tu pouvais par exemple aisément te laisser éblouir par des personnages en général seulement en apparence haut placés, et comme tu pouvais en parler sans arrêt, un conseiller d'empire ou quelque notable de même niveau. Il est affligé du fait que son père crut avoir besoin de confirmation aussi nulle de sa valeur, et s'en glorifie. Orts, page 181. Le jeune Kafka ne se borne pas à observer son père dans le cadre restreint de la famille. Son regard le suit au magasin, et c'est sans doute là qu'il eut ses premiers contacts avec le monde extérieur. Il y apprend qu'il existe des patrons et des employés, et il peut observer les rapports qui les lient. Il y apprend aussi qu'il existe des Tchèques, des Allemands et des Juifs, que les petites gens sont en majorité des Tchèques comme par exemple les employés du magasin, et que son père qui est juif cherche à se rapprocher des Allemands, ce dont il peut se rendre compte puisqu'il est envoyé à l'école de langue allemande. Or, c'est précisément au magasin paternel, qui offre un échantillon de structure sociale de cette époque, que le jeune Kafka fait une découverte qui sera déterminante pour son évolution. C'est là, écrit-il, qu'une grande leçon me fut donnée, celle que tu pouvais être injuste. Et il ajoute cette précision, sur moi-même je ne l'aurais pas remarqué si vite, car ici trop de sentiments de culpabilité s'étaient amassés qui te donnaient raison. Mais là-bas il s'agissait de personnes étrangères qui travaillaient pour nous et devaient par conséquent vivre dans la peur perpétuelle de toi. Orts, page 187. C'est l'injustice observée lorsqu'elle frappe autrui, qui fait prendre conscience à l'enfant de l'injustice subie par lui-même. Les employés tchèques du magasin paternel lui renvoient sa propre image. En observant leur situation face au patron, il reconnaît sa propre situation face au père. C'est pourquoi, dit-il, j'appartenais nécessairement au parti du personnel. Orts, page 187. En même temps, il découvre l'ambiguïté de sa propre situation face à ses employés au camp desquels il se sent appartenir nécessairement. Pour eux, il est le fils du patron injuste. Quant à lui, il se sent responsable face aux employés des injustices qu'ils subissent puisque leur patron c'est son père. Il ne suffisait donc pas, écrit Kafka, que j'ai un comportement normal, poli envers le personnel, ni même un comportement modeste, il fallait bien davantage, je devais être nécessairement humble, non seulement saluer le premier, mais si possible encore faire sentir qu'il était superflu de me rendre mon salut. Et si moi, la personne insignifiante, je leur avais léché les pieds en bas, cela n'aurait toujours pas compensé le fait que toi, le maître, tu les assaillais de coups d'en haut. Cette attitude, décrite par Kafka avec une précision remarquable et située ici dans le contexte qui la motive, apparaîtra comme un élément déterminant de sa pensée et elle ressurgira comme une des données de la structure de l'œuvre. Kafka lui-même l'avoue, en faisant suivre le passage que nous venons de citer de cette phrase.
cette forme de relation par laquelle j'entrais ici en contact avec mes semblables eut des répercussions au-delà du magasin et se perpétua dans l'avenir. Il y a quelque chose d'analogue chez Otla, quoiqu'en moins dangereux et en moins profondément enraciné que chez moi, dans sa prédilection pour la fréquentation des gens pauvres, dans son habitude de rester en compagnie des bonnes, ce qui t'irrite tellement. Portes, page 188. L'anti-portrait s'achève enfin avec la critique du judaïsme du père. Celui-ci exigeait qu'on allât régulièrement au temple, qu'on respectât le jeûne et reprochait sans cesse son manque d'assiduité à l'enfant, qui se sentait effectivement en faute à cet égard, et avait l'impression de faire ainsi du tort non pas à lui-même, mais au père, de sorte que le sentiment de culpabilité, toujours prêt à surgir, l'envahissait. Orts, page 197. Mais dès que la faculté critique s'éveille, la prétendue religiosité du père s'effondre. Le judaïsme dont disposait le père n'était en réalité qu'un néant de judaïsme. Un rien, une plaisanterie, pas même une plaisanterie. Orts, pp 197 à 198. Et Kafka montre avec sarcasme comment se manifestait ce néant de judaïsme consistant en une pratique religieuse réduite à une forme vide, dépourvue de sens. Tu allais 4 jours par an au temple. Tu y étais pour le moins plus proche des indifférents que de ceux qui prenaient la chose au sérieux. Tu accomplissais patiemment les prières comme une formalité et tu provoquais parfois en moi l'étonnement parce que tu étais capable de me montrer dans le livre de prières le passage qu'on était en train de réciter. Je pouvais du reste, pourvu que je sois au temple, c'était là l'essentiel, me glisser et me fourrer où je voulais. De sarcastique, le ton devient sacrilège. J'y passais donc beaucoup d'heures à bâiller et à somnoler. Plus tard, je ne me suis, je crois, ennuyé à ce point que pendant le cours de danse, et je cherchais tout au plus à me réjouir des petites distractions qui s'offraient, par exemple lorsqu'on ouvrait l'Arche de l'Alliance, ce qui me rappelait toujours les baraques de foire, où s'ouvrait aussi si on parvenait à toucher le centre de la cible, le couvercle d'une caisse, sauf que là, il en sortait toujours quelque chose d'intéressant alors qu'ici seulement toujours à nouveau les vieilles poupées sans tête. Un tel matériel de foi n'était plus transmissible, car ce n'était que la survivance d'une foi ancienne disparue depuis longtemps dont la pratique n'avait plus qu'une signification d'ordre social. S'en détourner au plus vite, s'en libérer, constituait non seulement l'acte le plus conséquent, mais selon la formulation paradoxale de Kafka, l'acte le plus pieux, Orts, page 185. Le père qui se voulait exemplaire, et qui avait été d'abord considéré comme tel par l'enfant ébloui d'admiration et de terreur devant ce personnage presque surhumain à ses yeux, devient l'exemple à ne pas suivre. Au terme de ces 2 premières étapes, le jeune Kafka s'interroge sur la signification plus large de cette figure traumatisante qui lui a appris mieux que tous les livres, une chose essentielle qui deviendra dorénavant pour lui la véritable mesure de toute chose. L'état d'oppression, de quelque nature que soit cette oppression, est un état inhumain. Il constitue une menace mortelle pour l'individu. Cet état il l'a vécu, cette menace il l'a éprouvée. Mais en même temps il a découvert que d'autres le subissent. Il peut donc fuir le père, fuir la famille et le magasin, se mettre à l'abri derrière l'écran du silence. Mais il ne peut oublier le phénomène lui-même parce qu'il a compris qu'il y va de l'existence même. Il y revient donc en essayant de le conceptualiser. L'image du père devient celle du tyran. Dans ton fauteuil tu gouvernais le monde. Ton opinion était juste, tout autre était folle, extravagante, anormale. Tu pouvais par exemple t'en prendre aux Tchèques, puis aux Allemands, puis aux Juifs, et cela, non seulement sur un point particulier, mais sur tous les points, et pour finir il ne subsistait personne en dehors de toi. Tu acquis pour moi ce caractère énigmatique propre à tous les tyrans dont le droit est fondé sur leur personne et non pas sur la réflexion. Auf dem Denken, Orts, page 169. De l'image du père, dans cette 3e étape, on passe à celle du tyran, puis à la définition du tyran, enfin au principe de toute tyrannie. En effet, si ce principe est appliqué, partout où il l'est, et chaque fois qu'il l'est, le monde présente l'image suivante, il apparaît divisé en 3 parties. La première où vit l'esclave, soumis à des lois qui n'ont été inventées que pour lui, et auxquelles il n'est jamais capable de se conformer totalement, puis une deuxième partie infiniment éloignée de la première, où vit le tyran occupe à gouverner, à donner des ordres et à s'irriter de n'être pas obéi. Enfin une 3e partie hypothétique, où pourraient vivre d'autres gens heureux et libres, soumis ni aux ordres ni à l'obéissance. Ce qui définit la situation du tyran, c'est l'arbitraire, donc le mensonge et l'imposture.
Ce qui définit la situation de l'esclave, c'est la honte. Honte d'avoir à se soumettre à des lois qui ne valent que pour lui, ne sont donc justement pas des lois mais des ordres arbitraires, honte de ne pas pouvoir y satisfaire, honte même s'il résiste et ne veut pas obéir, Orts, page 173. Kafka révèle donc ici, dans la lettre au père, comment s'est opéré chez lui le passage d'une expérience personnelle, le conflit avec le père où il était dans la situation de l'esclave, à la formulation d'une problématique qui est au centre de l'histoire de son époque. C'est cette problématique générale, d'ordre historique et en même temps d'ordre philosophique, qui constitue l'interrogation fondamentale de son œuvre, traitée sous différents angles et selon des points de vue divers, mais toujours à partir d'une connaissance vécue du phénomène considéré. Dans la 4e étape du processus dont nous essayons de suivre la trace, Kafka recourt explicitement à la dimension historique pour éclairer une dernière fois la figure paternelle. En fin de compte, le père apparaît à Kafka comme un produit de l'histoire et s'explique à partir du moment historique dans lequel il se situe. Il n'est pas un cas isolé, il fait partie au contraire, dit Kafka, de cette génération juive de transition qui émigra de la campagne encore relativement pieuse vers les villes. Ce sont les circonstances de l'époque, dit Zeitverhältnis, qui motivent l'attitude du père, Orts, page 200. C'est sur elle que porte finalement la réflexion et l'interrogation de Kafka, étant admis qu'il se considère lui aussi comme un produit de son époque, comme déterminé par sa situation historique. J'ai fortement assumé la négativité de mon temps, écrit-il ailleurs, qui m'est très proche, que je n'ai jamais le droit de combattre, mais que dans une certaine mesure j'ai le droit de représenter. Orts, pp 120-121. En réalité, loin d'être une figure exceptionnelle et exemplaire, la mesure de toute chose, le père reflétait les positions et les aspirations, conditionnées elles-mêmes par le contexte historique de l'époque, d'un groupe social déterminé auquel il s'identifiait. Par ses affirmations et ses exigences, qu'il défendait avec tant de véhémence et qu'il imposait avec tant de despotisme, il manifestait inconsciemment une réalité sociale qui le dépassait et dont il n'était qu'un représentant typique. Dans le fond, dit Kafka, la conviction qui guidait ta vie consistait en ceci que tu croyais en la justesse inconditionnelle des opinions d'une classe sociale juive déterminée, et ainsi comme ces opinions faisaient partie de ta nature, croyais en toi-même, Orts, page 200. Il croyait croire en lui-même, alors qu'en fait il se conformait au courant général des gens de sa génération qui, pour échapper à la vie précaire et misérable à laquelle ils étaient contraints dans les campagnes, émigraient vers la ville où ils tentaient de faire fortune et d'accéder à une place respectable au sein de la hiérarchie sociale, en se rapprochant de la minorité allemande qui détenait le pouvoir économique et politique. C'est ce que Kafka appelle dans la lettre la faiblesse de sa position, Orts, page 200, manifestant par là son opposition à cette position fondamentale partagée par une grande partie de la génération de son père. Opposition qu'il résume d'un trait de plume cinglant en rappelant la main tendue du père désignant, en guise d'exemple à suivre, les fils du millionnaire Fuchs qui, les jours de grande fête, étaient avec leur père au temple. Orts, page 199. Mais si le père s'explique à partir des circonstances de l'époque, inversement, cette figure dont Kafka a si fortement subi l'impact, lui permet de mieux comprendre la complexité de cette époque. Son expérience vécue du conflit paternel devient pour lui un moyen de connaissance de la signification de ce moment historique, des formes contraignantes qui le sous-tendent, et de la répercussion de ses forces sur les existences individuelles. Ce qui motive en fin de compte la rédaction de cette longue lettre, c'est le désir de Kafka de faire comprendre au père qu'il s'agit de bien autre chose que d'un conflit de personnes. Et c'est pourquoi toute explication d'ordre strictement psychanalytique est insuffisante pour en rendre compte. À plus forte raison, une analyse psychanalytique eût-elle été insuffisante en tant que thérapeutique pour guérir selon l'aveu très clair exprimé par Kafka lui-même. En tant que personne, Kafka juge son père innocent, non responsable de la faiblesse de sa position, car il a agi, comme tous ceux de sa génération, sous la contrainte des circonstances historiques qui furent les siennes. En tant que personne, Kafka n'a cessé d'admirer son père et de lui rester profondément attaché. Mais en tant que personne, lui, le fils, revendique la reconnaissance de sa propre innocence, au même titre. Car Kafka se définit lui-même essentiellement par rapport à sa propre époque, et se considère non pas comme un cas d'exception, mais comme un représentant d'une génération entière dont chaque individu vit, consciemment ou non, le même conflit. Si le père pouvait comprendre cela,
Le terrible procès toujours en suspens entre nous et toi, Orts, page 193, serait levé au Vgioben, et une sorte de paix deviendrait possible, Orts, page 163. Les deux plateaux de la balance s'équilibreraient. Il n'y aurait plus d'un côté un maître indûment surpuissant et de l'autre des esclaves indûment faibles. Il y aurait au contraire face à face des individus égaux en droit, respectant leurs différences de tempérament et de talent, considérant ensemble, au-delà de leurs divergences de caractère, d'intérêt et de situation, un problème d'ordre général qui, lui, n'est pas pour autant levé. Car ce problème, essentiel aux yeux de Kafka, c'est celui de l'effroyable situation intérieure de cette génération, la sienne, dont il fait état dans une lettre à Brod, Brief, page 337, qui n'a pas son origine dans le complexe du père, comme semble l'avoir affirmé Brod, mais dans la relation des jeunes juifs avec leur judaïsme, ibidem, leur judaïsme étant considéré ici par Kafka comme situé historiquement, c'est-à-dire comme le judaïsme tel qu'il se présentait à sa génération, sans contenu religieux authentique, sans réalité nationale, et de surcroît lourdement menacé de l'extérieur en tant qu'il représente une minorité ethnique dépourvue d'unité spirituelle et de patrie matérielle. Nous sommes tous des sans-patrie, dit Kafka, et cela doit s'entendre dans tous les sens du terme, et dans tous les domaines de l'existence individuelle et collective. C'est à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la pensée et de l'histoire, que se situe le vrai problème, dont le complexe du père n'est que l'expression seconde, le reflet au niveau des individus. Mais une expression seconde qu'il a irrémédiablement marquée dans sa personne et avant tout dans sa manière de penser, et dans ses convictions les plus profondes. Ce qu'il retient essentiellement de ce rapport conflictuel, c'est l'expérience de la surpuissance qu'il eut à subir, comme le note pertinemment Canetti. Il sait, pour en avoir éprouvé personnellement les mortels effets, que c'est contre la puissance, toujours usurpée selon lui, qu'il faut mener un combat sans trêve et sans merci, partout où elle s'incarne et sous quelque forme qu'elle se déguise. La phrase que nous avons relevée au cours de notre analyse, « J'étais donc nécessairement du côté du personnel », est à prendre à la lettre comme une profession de foi de Kafka et comme l'énoncé du principe fondamental ou du point central, fixe et inébranlable de sa pensée. Nous renvoyons encore à Canetti qui note « Kafka s'est mis dès l'origine du côté des humiliés. Il est saisi par ce qui est petit et humble, et qui endure en pure perte. Il est pris d'aversion par ce qui se dresse sur le piédestal de la puissance et qui règne à travers les orgies de ses actes. » 4. Le combat personnel avec le Père lui demeura interdit, nous l'avons vu, et sa tentative ultime, 5 ans seulement avant sa mort, d'affronter directement son toujours redoutable adversaire, en vue d'atteindre à une certaine forme de paix, ou simplement d'apaisement, demeura sans effet. La lettre ne fut jamais remise à son destinataire. Cependant, l'impossibilité de toute confrontation loyale qui laisse Kafka meurtri et inassouvi, qui lui ôte la parole et le contraint à un silence amer, va le conduire par nécessité sur la voie de l'écriture libératrice. Ne pouvant s'avouer vaincu, du fait que pour lui il y allait non seulement de la dignité de sa personne mais du principe de la justice qui devait être défendu, Kafka va reprendre le combat par l'intermédiaire d'un objet étrange, le livre avec lequel il désarme l'adversaire. En effet, le père ne sait qu'en faire, il l'accueille par cette phrase embarrassée, devenue célèbre dans la famille, « Pose-le sur la table de nuit ». Orts, page 203, trahissant ainsi non seulement la réprobation de l'homme d'affaires face à une activité aussi inutile et aussi fantasque, mais encore le désarroi de l'homme fruste face à un domaine qui lui est totalement étranger et qui échappe, par conséquent, à son autorité et à son pouvoir. Cette incompétence convient précisément à Kafka. Elle lui apporte la preuve que dans ce domaine enfin, le seul qui lui importe, il est libre. Orts, pp 202 à 203. Pas tout à fait libre cependant puisqu'il avoue « Dans mes livres il s'agissait de toi, je ne m'y plaignais que de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. » Orts, page 203. Qu'on ne s'y trompe pas cependant. Si dans ses écrits Kafka reprend sans cesse, sous les formes les plus diverses, le même thème dont le centre est la lutte contre la puissance usurpée, la défense opiniâtre du faible et la recherche inlassable d'une issue possible hors du cercle infernal maître-esclave, donc le thème même du conflit vécu avec le Père, il le fait à sa manière à lui, ce qu'il dit avec netteté. Si le contenu de ses livres lui était imposé par le Père, il se développait selon une direction déterminée par lui-même. Orts, page 203. Ce sens, la lettre, nous l'avons indiqué, le précise clairement.
dépersonnaliser le conflit, l'élever au niveau de la réflexion et le situer dans son véritable contexte qui est d'ordre historique. C'est cela qu'il eût voulu expliquer au père, et que celui-ci refusa d'entendre. C'est cela donc que Kafka expose dans ses écrits. Nous nous trouvons ici au point charnière entre les deux sources d'inspiration de Kafka. D'une part, une expérience subjective qu'il n'hésite pas à prendre pour thème essentiel de ses œuvres, l'exploitant au contraire avec insistance et obstination, mais d'autre part, la description du monde extérieur tel qu'il se présentait à son époque et qui est le fruit d'une observation minutieuse, tenue en alerte et infiniment affinée par l'expérience vécue. Il y a incontestablement chez Kafka une coïncidence et une interférence rarement égalées chez un artiste entre deux sources d'inspiration qui sont pour le moins distinctes et le plus souvent opposées, à savoir une inspiration d'ordre intime et une inspiration d'ordre social ou historique. Mais c'est précisément cette coïncidence étonnante qui constitue à notre sens la caractéristique et la qualité très particulière de cette œuvre. Mais connaître l'interaction qui existe, dans le cas de Kafka, entre un conflit d'ordre intime et la situation conflictuelle d'ordre historique dont il procède et qu'en retour il contribue à éclairer, c'est méconnaître, selon nous, le dessein fondamental de l'auteur et ôter à l'œuvre sa véritable dimension qui dépasse infiniment les limites étroites dans lesquelles un critique comme Walter H. Sokol par exemple veut l'enfermer en prenant comme hypothèse de départ la définition suivante. L'. Œuvre de Kafka est uniquement la représentation toujours interrompue, toujours reprise sous des formes et avec des développements variés, du mythe de son existence intérieure. L'œuvre mythique de Kafka n'est pas le mythe d'une communauté culturelle Kulturkreis, ni celui d'une communauté nationale Volksgruppe. À notre avis, une lecture attentive de la seule lettre au père infirme le bien fondé d'une telle définition. L'attitude inverse, négligeant systématiquement la dimension d'ordre subjectif au profit de la seule dimension historique, serait évidemment non moins fausse. Elle est cependant plus difficilement défendable que la première, à vrai dire brillamment soutenue par W. Sokol. Nous pensons au contraire que Kafka, après avoir subi avec l'intensité que l'on sait les effets de ses rapports conflictuels avec son père, s'est livré avec une rare perspicacité et une patience inlassable au déchiffrement des sens profonds de l'époque dans laquelle ces rapports avaient leur point d'ancrage, et que son œuvre repose sur cette double perspective, à la fois individuelle et historique, dont l'une renvoie à l'autre, et qu'en vertu d'un lien dialectique il est impossible chez lui d'isoler l'une de l'autre. C'est cette double perspective qui lui donne à la fois sa profondeur et son ampleur. Elle a été parfaitement décelée par Canetti, à propos du procès qu'il analyse à la lumière des lettres à Felice. En effet, il note ceci. Kafka ne connaissait pas à l'égard des incidents de sa vie privée ce mépris qui distingue les littérateurs qui n'ont rien à dire des écrivains véritables. Celui qui croit pouvoir séparer son monde intérieur du monde extérieur n'a tout simplement pas de monde intérieur, qui aurait à être séparé de quelque chose. Mais il s'avère que chez Kafka, la faiblesse dont il souffrait, à savoir une carence intermittente de vitalité, ne lui permettait d'exprimer et d'objectiver ses réactions privées que d'une manière sporadique. Pour atteindre la continuité qu'il considérait comme indispensable, deux choses étaient nécessaires. D'une part un choc très violent, quoique d'une certaine manière faux, comme ce procès qui mobilisa ses tourments de conscience pour sa défense contre l'extérieur, et d'autre part une conjonction entre l'enfer extérieur du monde et son enfer intérieur. Cette situation existait en août 1914. Il a reconnu lui-même cette relation et il l'a exprimée clairement à sa manière. De son côté, Wilhelm Emmerich considère également cette conjonction d'un univers subjectif et d'une réalité extérieure comme étant la marque distinctive de l'œuvre de Kafka. À propos du procès, il écrit « Ce dont il s'agit, ce n'est pas du fait que le monde intérieur, celui de l'esprit et de l'âme du sujet, Joseph K., se manifeste à travers des images réifiées. Au contraire, la vérité qui se trouve à l'intérieur de notre société moderne elle-même est en même temps représentée dans ces images. Car rien de ce qui se passe dans l'intériorité d'un homme moderne ne peut être séparé du monde extérieur dans lequel il se trouve. L'énigmatique autorité judiciaire n'est donc en rien une instance purement spirituelle, ou même divine, comme elle a souvent été comprise. Au contraire, elle ne reflète et ne dévoile rien d'autre que l'esprit perverti de notre époque, mais à partir d'un point de vue qui dépasse notre univers de représentation humaine limitée, fait éclater nos formes habituelles de pensée et de vision,
elle ne peut plus être comprise et vue à l'aide de ses formes. Enfin, voici une déclaration de Kafka lui-même prouvant qu'il était parfaitement conscient de l'existence d'une telle conjonction entre la configuration intérieure de l'univers subjectif et celle du monde extérieur au sein duquel se situe cet univers subjectif. La cohésion de l'humanité, que tout homme, même le plus ouvert et le plus docile, met en doute à un moment quelconque de sa vie, se manifeste même dans les sentiments les plus secrets de l'individu. 2. Le conflit avec le père et ses implications objectives. Les circonstances de l'époque. Il convient d'examiner de plus près les circonstances de l'époque dont il est question dans la lettre au père. Hermann Kafka était issu du prolétariat provincial juif tchèque. La famille s'était installée à Osek, hameau du sud de la Bohême, où une petite communauté juive s'était regroupée et vivait, séparée des autres paysans dans un quartier, ou plutôt une ruelle distincte, une sorte de petit ghetto rural, selon les termes de Kafka, Orts, page 199. Le cimetière juif d'Osek témoigne encore de cette discrimination qui existait même au sein d'un village comptant à peine plus d'une centaine d'habitants. Il faut traverser de vastes étendues de champs, puis pénétrer dans une forêt où l'on peut découvrir non sans mal, dissimulés parmi les arbres et entourés de murs, les tombes aux inscriptions hébraïques. L'une d'entre elles est celle du grand-père de Franz Kafka, Jacob Kafka. Ces gens vivaient misérablement. Le père de Kafka ne se lassait pas de le rappeler à ses enfants par des évocations qui, dit Kafka dans sa lettre, ont dû littéralement graver des sillons dans mon cerveau. Déjà à l'âge de 7 ans, je devais aller d'un village à l'autre avec le chariot. Nous étions obligés de dormir tous dans une seule pièce. Nous devions nous estimer heureux lorsque nous avions des pommes de terre. Pendant des années, je souffrais par manque de vêtements d'hiver, de plaies ouvertes aux jambes. Comme jeune garçon, j'étais déjà forcé d'aller travailler à pied sec au magasin. De la maison, je ne recevais rien du tout, même pas pendant mon service militaire. Au contraire, j'envoyais encore de l'argent chez nous. Orts, page 183. Les villageois juifs étaient de surcroît en proie à la méfiance, à l'hostilité et aux vexations des voisins, les paysans tchèques. Ceux-ci, opprimés eux-mêmes par la minorité allemande au pouvoir, économiquement et socialement défavorisés, maintenus de force dans l'ignorance, subissant les pressions de l'Église catholique, alliée du pouvoir qui, peu soucieuse de leur apporter les vrais fondements de la foi chrétienne, s'efforçait habilement d'entretenir parmi eux l'esprit de superstition, acceptaient de mauvaise grâce la présence au milieu d'eux de gens qu'ils considéraient comme des étrangers et dont on leur enseignait qu'il fallait se méfier. D'après les recherches de Klaus Wagenbach, l'installation de la famille Kafka à Osek remonte à la fin du XVIIIe siècle. Mais il est vraisemblable qu'après la Révolution de 1848, le nombre des familles juives se fixant à Osek, comme dans d'autres villages tchèques, se soit accru. Avant cette date en effet, les Juifs ne jouissaient d'aucun droit. Ils ne pouvaient ni se marier sans l'obtention d'une licence spéciale octroyée d'ordinaire seulement aux fils aînés de la famille, ni changer de résidence, ni posséder des terres. Or, l'une des conquêtes des luttes révolutionnaires de 1848 fut l'obtention par les minorités ethniques, fort nombreuses en Europe centrale, de l'égalité des droits qui leur avaient été refusés jusque-là. Cette nouvelle situation valait également pour la minorité juive. Les Juifs n'étaient donc plus astreints à résidence, ils pouvaient s'installer où ils voulaient. Ainsi, les murs des anciens ghettos tombèrent peu à peu et les familles juives se dispersèrent à travers le pays. Cependant, l'émancipation des Juifs, qui marquait un progrès certain de la lutte pour les droits de l'homme et constituait, en principe et à long terme, un bienfait pour ceux qui en bénéficiaient, allait dans l'immédiat créer des difficultés nouvelles,
largement exploité par les forces réactionnaires qui, après 1848, avaient repris le pouvoir en main et cherchaient par tous les moyens à paralyser les grands mouvements de lutte entrepris par la population tchèque pour la reconquête de l'indépendance face au pouvoir des Habsbourg qui la maintenait depuis 3 siècles sous sa domination. Parmi ces moyens, on en reconnaît de très insidieux, particulièrement efficaces quoique très classiques, dans les campagnes. Maintenir les populations villageoises isolées les unes des autres, freiner le développement de l'instruction, favoriser l'obscurantisme par l'intermédiaire d'une église complaisante. Ainsi, nous pouvons lire sous la plume de Erben, chrétien tchèque progressiste qui fut rédacteur du KAS, le journal du parti réaliste de Masaryk, que vers les années 1860, nul ne pouvait se maintenir dans un village de Moravie ou de Slovaquie s'il persistait à porter un autre costume, à parler un autre dialecte que les gens du village. Tous le tourmentaient aussi longtemps qu'il ne s'était pas adapté à leurs coutumes, peu importe qu'il soit venu du village voisin ou d'une région plus éloignée. Quoi d'étonnant dans ces conditions ? Si l'arrivée de familles juives qui ne portaient pas seulement un autre costume, ne parlaient pas seulement un autre dialecte, ainsi, les Juifs, libérés des ghettos, étaient de nouveau contraints de se grouper et de vivre à l'écart du reste de la population. Les enfants juifs n'allaient pas avec nous à l'école. Ils avaient leur propre maître. Les hommes juifs ne se mêlaient pas à leurs voisins à l'auberge. La jeunesse juive n'osait pas se joindre aux jeunes du village et ne faisait pas partie de leur orchestre. Les familles juives vivaient repliées sur elles-mêmes et leurs maisons verrouillées, souvent non blanchies et sales, exhalaient des odeurs de mystère. À la tombée du jour, le juif devait se garder de passer le seuil de sa maison. Sinon les adultes, aussi bien que les gamins du village, le poursuivaient de toutes les méchancetés. Cela commençait par des injures, cela finissait par des coups. C'est à peu près ainsi que devait se présenter la situation à Ossek du temps de Hermann Kafka. On peut voir encore aujourd'hui, au bout du village, une bâtisse dont les paysans expliquent qu'elle avait abrité une école juive, distincte de l'école chrétienne, et sans doute aussi une salle réservée au culte. C'est donc non seulement pour échapper à la misère et à l'isolement des campagnes que beaucoup de Juifs émigrèrent, à la fin du XIXe siècle, vers les villes pour y tenter leur chance, mais davantage encore pour se mettre à l'abri d'un antisémitisme qui, loin de s'atténuer à la faveur des nouveaux droits, prenait des proportions dangereuses et savamment exploitées par le pouvoir, allait atteindre un point culminant avec les affaires de meurtre rituel. Les villes étaient relativement plus libérales et offraient un plus grand choix de possibilités professionnelles. Elles permettaient aussi de se rapprocher d'une manière ou d'une autre de la minorité allemande au pouvoir. Or, c'est précisément ce que cherchait une grande partie de la minorité juive qui n'avait pas pu s'intégrer à la population tchèque. Juifs et Tchèques ne comprendront que peu à peu combien leur réaction faisait le jeu de l'adversaire commun. Les forces au pouvoir qui, se sentant menacées par les mouvements d'émancipation, utilisaient les plus vulnérables, en particulier les Juifs, comme boucs émissaires. En les accusant publiquement de commettre, pour les besoins de leurs pratiques religieuses, des meurtres rituels, elles dressaient non seulement la population contre eux, mais cherchaient en fait à jeter le discrédit sur les forces progressistes tchèques elles-mêmes. Celles-ci allaient réagir, s'élever contre ces calomnies et démasquer le jeu du pouvoir. Cependant, en défendant apparemment la population tchèque contre un soi-disant ennemi capable de crimes monstrueux dont la menace planait sur chacun, le même pouvoir menacé offrait à la population mal informée un nouveau fondement à son antisémitisme. Telle était donc la situation pour la génération du père de Kafka. D'une part, un antisémitisme diffus ou agressif, habilement provoqué par le pouvoir par l'intermédiaire de l'Église, de l'école et de la famille.
Masaryk lui-même, qui allait s'élever contre les procès de meurtre rituels en démontrant qu'ils étaient truqués, en évoquant ses souvenirs d'enfance, avoue qu'il était imprégné, comme à peu près tous les enfants tchèques, de cet esprit. D'autre part, l'impasse où se trouvaient les Juifs, nantis de leurs nouveaux droits, en fait plus vulnérables et plus menacés qu'auparavant, allait avoir une conséquence néfaste, faisant encore le jeu du pouvoir. Les Juifs, écrit un ami de Masaryk, J. Penisek, étaient toujours les premiers à subir les contre-coups de toute réaction, de tout pas en arrière, de toute oppression et de toute injustice. Ils venaient des ghettos où ils avaient vécu séparés du reste de la population, ne jouissant pas des mêmes droits que les autres, et étaient accueillis par des sentiments d'hostilité. Mais ainsi, pour sortir de l'impasse, beaucoup d'entre eux se tournèrent vers la minorité au pouvoir. Privés de considération, maintenus en marge de la hiérarchie sociale, ils tentaient d'y accéder par le truchement d'une langue qu'ils parlaient et d'une culture qu'ils appréciaient. Je demande après le recensement de 1890 à un juif tchèque de Tabor pourquoi, même dans les régions où il n'y a pas d'allemand, beaucoup de juifs déclarent au recensement l'allemand comme leur langue usuelle. Voici sa réponse assez caractéristique. Un tel juif qui parle uniquement tchèque avec ses clients durant toute l'année croit être plus estimable s'il est capable de lire Schiller en allemand. Connaître l'allemand lui confère quelque chose comme un titre de noblesse. À l'âge de 14 ans, c'est-à-dire en 1866, le père de Kafka quitta le village natal et gagna sa vie comme marchand ambulant. Après avoir effectué son service militaire, il s'installa à Prague, tout d'abord dans le quartier insalubre de la Josefstadt, l'ancien ghetto, dont la démolition sera entreprise à la fin du XIXe siècle. Une fois à Prague, il n'eut qu'une ambition, réussir. Non seulement faire fortune, mais acquérir une situation estimable au sein de la hiérarchie sociale. Pour y arriver, son énergie, sa puissance de travail et ses talents de commerçant ne suffisaient pas. Il fallait accepter certaines conditions imposées par le contexte social de l'époque. Et d'abord, faire oublier ses origines provinciales tchèques. En effet, si les paysans tchèques durent le traiter comme un étranger parce que juif, à la ville, il fut considéré au début comme un tchèque. Le tchèque était sa langue maternelle, et d'après les recherches de Klaus Wagenbach, la première synagogue qu'il fréquenta à Prague fut la synagogue tchèque de la Heinrichstrasse. Wagenbach rapporte même le fait suivant. Lorsqu'un jour des individus participant à un pogrom voulurent pénétrer dans sa boutique pour la saccager et la piller, des voisins s'y opposèrent en criant « Non, pas lui, Kafka, c'est un tchèque, laissez-le tranquille ». Ce détail montre que l'antisémitisme avait pris dans les villes aussi, à la fin du XIXe siècle, un aspect violent. Il manifeste d'autre part que la situation n'était déjà plus la même qu'à la campagne. À Prague, où la population, vivant moins isolée, était mieux informée et plus instruite, l'antisémitisme populaire dont parle Masaryk, fondé sur des superstitions primitives, était plus difficile à maintenir. Cependant, nous verrons tout à l'heure comment il fut présenté aux Prageois sous un habillage savant. À Prague, Hermann Kafka trouvait donc parmi les Tchèques des alliés et des protecteurs. Il eût pu s'associer à leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits nationaux, au sein de la vieille monarchie austro-hongroise déjà moribonde. Mais cela eût signifié devenir solidaire d'une population opprimée par le pouvoir, maintenue autant que possible dans les emplois subalternes, domestiques, commis, employés, ouvriers dont les usines étaient presque exclusivement entre les mains des Allemands. Le tchèque était considéré comme une langue vulgaire, la culture tchèque comme du folklore. Tout cela eût compromis la réussite au sens où l'entendait Hermann Kafka. Imitant donc un grand nombre de juifs de sa génération, il tenta de se rapprocher de la minorité allemande qui détenait la puissance économique et le pouvoir politique. Cette minorité allemande ne ménageait pas en effet ses faveurs à l'égard d'une certaine catégorie de juifs aisés qui acceptaient de jouer son jeu. Cependant, le respect, la considération et la sécurité dont il jouissait ainsi reposaient sur des bases fragiles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.